Bonjour à tous, bonjour aux organisateurs et merci de l'honneur que vous me faites en m'invitant à participer à cet événement scientifique. De long en large, j'aurais pas grand-chose à dire vu que j'ai suivi la synthèse qui a été faite tout à l'heure. Je vois que Dr. Waf a abordé quasiment tous les aspects qui sont importants pour pouvoir partir d'un mémoire ou bien d'un travail qui s'inscrit dans le cadre d'une thèse ou bien d'un mémoire et d'en tirer un élément qui puisse être publiable dans une gazette, dans une revue scientifique. Euh, de long en large, au niveau, je ne vais pas venir ici vous donner plus d'éléments, je ne vais pas vous donner des références, je ne vais pas vous donner des notions théoriques parce qu'elles ont largement été abordées par Dr. Wafeu. Je vais plus faire un partage d'expérience sur ce qu'on attend dans les journaux. Je vais me mettre du côté du journal, pas du côté de celui qui vous dit ce qu'il faut faire, mais de celui qui va apprécier ce que vous devez produire et qui attend un certain nombre d'éléments précis pour que votre papier puisse être accepté. Donc, vous n'allez pas forcément retrouver ça dans des bouquins, c'est pas evidence-based, c'est un partage d'expérience, mais qui se base bien sûr sur des éléments pertinents, des méthodes qui ont déjà été évoqués. Donc, lorsque vous soumettez votre papier, lorsque vous faites votre thèse, lorsque vous faites votre mémoire et que vous avez l'intention de le publier, la première question que vous devez vous poser, c'est la pertinence de votre sujet de travail, l'originalité. Qu'est-ce que vous amenez de plus à la communauté scientifique? Parce que généralement, la plupart des journaux qui reçoivent les articles en reçoivent des tonnes. La plupart des journaux indexés sur PubMed, bien sûr, ou sur Scopus. Et donc, du coup, la prise de décision doit se faire relativement rapidement. Et on se base généralement sur un premier critère qui est l'originalité de votre travail, la pertinence de votre travail. Par exemple, dans les journaux comme le New England Journal of Medicine, qui est l'un des tops dans le monde, la décision vous est rendue dans 48 à 72 heures. Sur la base de quoi? De la pertinence de votre travail de recherche et de son originalité. Il lit juste ce qu'on appelle la cover letter, qui est une lettre que vous faites, qui synthétise votre travail, qui n'est même pas votre manuscrit. Et sur la base de cet élément-là, il vous donne une réponse dans les 48 à 72 heures. C'est dire que la pertinence de votre travail, l'originalité de votre travail conditionne quasi 80% de la publicabilité de votre travail, entre guillemets, si vous me permettez d'utiliser ce mot. Donc, pensez-y dès maintenant, essayez d'avoir des sujets qui sont plutôt originaux et qui sont vraiment pertinents. Par exemple, pour être un peu plus pratique, si nous sommes en 2020 et nous avons un problème avec la COVID actuellement, si vous faites un travail de recherche où vous évaluez l'efficacité du vaccin de la COVID chez les sujets camerounais, par exemple, quel que soit le journal où vous allez envoyer votre papier, tout de suite, l'éditeur va dire « Ah, ça c'est un travail intéressant parce qu'il s'agit d'un sujet d'actualité, il s'agit d'une question pertinente. » Donc, du coup, vous allez attirer l'attention, votre travail sera évalué à sa juste valeur parce que justement, vous traitez de quelque chose qui est pertinent, qui est original et qui est d'actualité. Donc, toujours y penser. Par contre, si vous venez, je vais prendre l'exemple en 2020, avec un travail de recherche qui évalue l'efficacité du paracétamol dans la prise en charge de la douleur. Vous voyez, forcément, le premier journal qui reçoit votre papier vous donne une réponse dans les 24 heures parce que ça n'intéresse plus personne. On sait tous que le paracétamol est efficace dans la prise en charge de la douleur. Donc, du coup, vous revenez sur des questions qui sont désormais qualifiées, comme disait le professeur Ngolo Zogo, de questions de background. Ce sont des questions qui sont supposées avoir déjà été traitées et donc qui n'intéressent plus grand monde. Dans le cadre de votre travail de thèse ou de mémoire, c'est souvent un peu difficile de trouver un sujet pertinent. Et de façon beaucoup plus pratique, je ne vais pas revenir en détail sur ce que Dr. Wafeu a très excellemment décrit tout à l'heure. De façon pratique, une méthode pour avoir des sujets, c'est l'observation clinique. Vous êtes pour la plupart des cliniciens, vous êtes dans les hôpitaux, vous avez des situations. Par exemple, vous pouvez vous rendre compte que chaque fois qu'il y a un enfant, je ne dis pas que c'est un sujet de recherche, mais c'est un exemple. Chaque fois que vous avez un enfant qui arrive avec la malaria, cet enfant a généralement plus ou moins une anémie qui est associée. Et alors, vous voyez, sur 4, 5, 6, 7 enfants, vous vous rendez compte que c'est récurrent et vous décidez, ah, est-ce que l'anémie ne serait pas, vous dites, est-ce que l'anémie ne serait pas quelque part liée à la malaria?
Et vous allez dans la littérature, vous regardez qu'est-ce qui a été dit par rapport à la relation entre l'anémie et la malaria, et vous en faites une question pertinente, vous la formulez dans les règles de l'art, et vous décidez de faire un travail dessus. Par exemple, ça c'est une source possible d'un sujet qui pourrait être pertinent si ça n'a pas encore été traité. Je ne parle pas de celui-ci en particulier, c'est vraiment un exemple. Ou encore, de façon beaucoup plus pratique, il y a des, pour ceux qui ont déjà commencé à flirter avec la littérature médicale, la lecture des articles. Lorsque vous lisez les bons journaux, généralement, vous connaissez les questions qui sont d'actualité. Vous savez ce qui est actuellement, ce qui fait débat, ce qui est intéressant dans la communauté, que ce soit en cardio ou bien en maladie infectieuse. Si vous lisez le New England, vous savez par exemple que non. À l'heure actuelle, le débat en cardio, c'est autour de telles molécules, ou bien en maladie infectieuse, c'est autour de telles molécules. Et comme ça, vous savez comment vous orienter. Une autre méthode hyper facile, ce sont les banques de données des anciennes thèses ou des mémoires que vous avez dans les autres pays, par exemple en France. J'imagine qu'on vous en a parlé, le Sudoc ou je ne sais pas moi, toutes ces banques de données où vous avez des anciennes mémoires et des anciennes thèses qui ont été faites et qui ont bénéficié de plusieurs corrections et donc du coup qui ont quand même un schéma qui vous permet d'avoir une idée du sujet, de vous en inspirer et de voir ce qui est faisable dans votre contexte. Ça, c'est pour revenir sur des choses qui sont purement pratiques. Mais pensez toujours, dans un premier temps, lorsque vous vous engagez sur un sujet que vous voulez publier, l'originalité, la pertinence. Le deuxième élément très important que Dr. Waff a également évoqué, il a insisté dessus, la validité interne. La plupart des journaux mettent un point stress très, très important sur les questions de méthodologie. Et ce qui est d'ailleurs logique, parce que votre travail n'a de sens que s'il est pertinent, si vous avez bien posé votre question, si vous avez utilisé les bonnes méthodes pour répondre à votre question, et si vous mettez bien votre travail dans le contexte global de la littérature actuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que votre travail apporte par rapport à ce qui a déjà été fait et qu'est-ce que vous prévoyez qu'il faut faire pour compléter votre travail, comme ça a déjà été dit précédemment. Donc, concernant la méthodologie, je ne vais pas revenir de façon détaillée sur ce qui a déjà été dit, mais sachez que l'un des éléments que tous les journaux vont vous exiger, ce sont les checklists. Ça, c'est systématique. Si vous soumettez, pour ceux dans le groupe, pour ceux qui sont là et qui ont déjà soumis les revues systématiques, vous allez voir, on va toujours vous demander la checklist Prisma. Si c'est un protocole, on va vous demander le Prisma P. Si c'est la revue elle-même, on va vous demander la checklist Prisma. L'avantage avec les checklists, c'est que les checklists vous montrent clairement ce qu'il faut mettre dans votre article. Donc, si vous faites votre thèse, le moment venu où vous voulez passer d'une thèse à un article, pensez déjà, lors de votre thèse, lorsque vous rédigez votre thèse, est-ce que tous ces éléments qui rentrent dans la checklist qui s'applique à mon type d'étude vont pouvoir ressortir à la fin? Parce que c'est pas au moment où vous allez rédiger l'article que vous allez commencer à voir, OK, est-ce que mon titre remplit les conditions, est-ce que ma méthodologie, est-ce que j'ai formulé ma question comme il faut, etc. Il faut y penser dès maintenant. Donc, si vous faites une étude, un essai clinique, allez dans Equator Network et je suis heureux que le docteur Waff en ait parlé. Equator Network qui est vraiment la grosse référence pour toutes les checklists et c'est là-bas que tout le monde va chercher ces checklists. Donc, vous y allez, vous prenez la checklist qui est adaptée à votre travail de recherche et l'avantage, c'est que ça vous aidera même également dans la formulation de votre thèse, dans la présentation des différentes sections et des différentes rubriques que vous allez mettre dans votre thèse. Donc, restez pour le journal, lorsque vous allez y arriver, restez scotché sur votre checklist. Sachez que c'est cet élément-là que la plupart des revues vont utiliser pour apprécier votre travail de recherche. Et bien formuler votre question de recherche. Donc, dans la méthodologie, un autre des éléments, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien formuler votre question de recherche. Le PICO, on ne revient pas dessus, ça a déjà été évoqué de long en large. Mais sachez également d'entrée de jeu, lorsqu'on parle de la méthodologie, et je vais peut-être vous rappeler cette phrase qu'un de mes enseignants à l'ULB en statistique aimait dire demandez à un statisticien de venir vous aider après la collecte des données. C'est comme demander à un médecin d'examiner un mort, tout simplement. C'est-à-dire, si vous demandez à un statisticien de venir vous aider après la collecte des données, c'est comme demander à un médecin d'examiner un mort. Et elle continue en disant, au moins, il pourra vous dire de quoi le patient est décédé. C'est dire tout simplement que si vous venez
avec vos données déjà collectées. Et vous venez, vous dites, OK, voilà un statisticien, voilà un spécialiste en méthode, comme ça se fait d'habitude, sors-moi les résultats, vous parlez comme un Camerounais. Sors-moi rapidement les résultats, voilà la base de données. Au moins, il pourra vous dire pourquoi vous allez avoir une mauvaise note. Ça, soyez sûr de ça. Ça, il pourra vous dire que voilà pourquoi vous avez déconné et donc voilà pourquoi vous allez aller à la poubelle. Donc, impliquer. Une autre chose vraiment sur laquelle j'insiste, parce que moi-même, je suis un produit de Mélène et je sais qu'on a parfois la grosse tête. Rendez à César ce qui est à César. Sachez mettre chacun à sa place. Vous ne pouvez pas tout connaître. Il y a des gens qui ont l'expérience dans ce domaine, il y a des gens qui ne font que ça. Je vais prendre le cas du docteur Wafé, il ne fait que ça. Il fait ça depuis, donc il le fait bien, forcément. Vous pouvez avoir recours à ses conseils, vous pouvez lui demander, oh, sur ce point, si j'estime que je suis un peu là, je suis embarrassé, je ne sais pas comment faire. Faites-le dès le début. Parce que là, on peut rattraper, on peut collecter des bonnes données et on peut analyser des choses qui sont compatibles avec ce que vous voulez. Vous n'allez pas collecter des données et vous venez à la fin voir un statisticien ou un spécialiste en méthode pour qu'il vous génère des résultats qui ne sont pas générables avec vos données. Donc, cette phase est vraiment capitale et on voit ça dans les journaux. Parfois, on peut revu en papier, on l'accepte, pardon, on l'accepte sous réserve de certaines modifications, mais par la suite, les auteurs ne sont pas capables de fournir les analyses supplémentaires qu'on demande parce que tout simplement, ils n'ont pas eu, dans leur collecte de données, ils n'ont pas pris la peine de collecter ces éléments qui étaient pourtant importants. Donc, aidez-vous, j'insiste là-dessus, des spécialistes dans la méthode. Faites-vous aider dès le début, pas à la fin. N'allez pas donner une base de données à un statisticien. Venez voir un statisticien avec une idée de recherche ou un spécialiste de méthode avec une idée de recherche, avec les intentions que vous voulez, même si elles sont floues, et laissez-le vous dire complètement comment organiser ce travail de recherche. Donc, également dans la méthode, un des éléments très importants à prendre en compte, c'est le design de l'étude. Pourquoi je dis cela et j'insiste dessus? Parce que récemment, en France, on a tous vécu l'histoire du professeur Raoul. Je suppose que tout le monde ici était au courant de ce qui se passait. Il y a des canons, la science a des canons. Si vous voulez répondre à une question relative à l'efficacité d'un médicament, vous ne pouvez pas aller faire une étude observationnelle. C'est aussi simple que ça. Vous devez faire ce qui est convenu de faire dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité d'un médicament. Si vous voulez formuler des hypothèses par rapport à un travail de recherche, vous devez choisir un design d'étude qui est compatible avec ce genre de questions. OK? Donc, à chaque situation, à chaque question correspond un design spécifique qui répond de façon optimale à la question que vous vous posez. Et pour cela, il faut jouer de son expérience, il faut lire et il faut avoir recours, si besoin, à ceux qui sont dans le domaine. Donc, vraiment, il est capital de bien choisir le design de votre étude. Alors, ce qu'on voit souvent dans les thèses à Mélène, c'est que beaucoup de personnes font des séries de cas. Mais à la fin, ils sont tout embêtés parce qu'ils disent non, ce sont des cas témoins, ce sont bref, toujours, on cherche toujours quelque chose de piquant, quoi. Quelque chose qui est compatible avec ce qu'on a l'habitude de voir dans la littérature. Pourtant, on est clairement sur une série de cas. Donc, il faut déjà avoir ça à l'idée. Bien connaître le design de son étude permet par la suite de savoir comment naviguer là-dedans et comment tirer quelque chose d'intéressant en termes d'analyse, quoi. Donc, j'insiste également là-dessus, sur le design de l'étude, sur les outcomes qui doivent être clairement définis dès le début. Parce que si vous savez où vous allez, vous savez comment y arriver. Donc, bien définir vos outcomes dès le début, ça également, je crois que Guy en a parlé de long en large. Mais aussi un élément capital qu'on prend en compte dans l'analyse de la méthode dans les journaux lorsqu'on reçoit les articles, c'est la population d'études. Pourquoi c'est important? Vous ne pouvez pas décider d'évaluer la prévalence des accidents vasculaires cérébraux au Cameroun et aller faire un travail chez les enfants de moins de 5 ans. Ça n'a tout simplement pas de sens. Votre population n'est pas la population la plus adaptée pour ça.
Vous ne pouvez pas évaluer la perte de l'activité liée aux accidents de la voie publique au Cameroun et aller travailler chez les personnes de plus de 65 ans. C'est pas pertinent, c'est pas la population active. Donc, vous vous trompez complètement de population, même si vos résultats respectent tout le reste, c'est-à-dire vous trouvez c'est plus ou moins pertinent, vous avez respecté toutes les règles de la méthodologie, mais votre population est totalement erronée, donc du coup, vos résultats ne vont pas intéresser grand monde. Donc, choisissez bien votre population d'études. Réfléchissez-y longuement avant de vous mouiller. Et un autre élément qui est directement lié à ça, c'est la taille de votre échantillon. OK, je suis également heureux parce que Dr. Wafa en a parlé tout à l'heure. Parfois, je vois, on dit, OK, on va faire c'est quoi la phrase déjà? Exhaustif et consécutif et quelque chose comme ça. Donc, on va prendre tout le monde qui vient. Ça, c'est... Non, non. Il faut... Lorsqu'on fait un travail de recherche, surtout lorsqu'on veut être crédible et lorsqu'on veut publier, il y a une notion de puissance qui est associée, qui est directement liée à la taille de l'échantillon. Et la taille de l'échantillon, c'est quelque chose de relativement facile lorsqu'on essaye un peu de s'y mettre. Si on sait calculer un intervalle de confiance, si on sait calculer un intervalle de confiance à 95%, que ce soit d'une proportion ou d'une moyenne, on sait calculer la taille d'un échantillon. C'est vraiment quelque chose de basique pour toute personne qui a flirté un peu avec les stats et la méthode. Donc, dites-vous que, ne stressez pas pour ça, dites-vous que c'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose par lequel il faut passer. Et également, j'ai suivi, il y a des questions, il y a des personnes qui disent souvent, mon travail est le tout premier à aborder une question. Vous savez, il y a un des enseignants ici qui disait, lorsque vous êtes le premier à faire un travail, il faut vous poser deux questions. Soit vous n'êtes pas très brillant, soit vous êtes le plus brillant au monde. Des deux côtés, ça a un charme, parce que si vous êtes le premier à le faire, si vous êtes le plus brillant au monde et c'est pertinent, tout le monde va prendre, on va vous applaudir. Soit vous n'êtes pas très brillant, ça veut dire que vous êtes complètement à côté de la plaque. C'était pour nous dire, lorsque cet enseignant nous disait ça, c'était pour nous dire que lorsque vous dites ça, ça veut dire que la plupart du temps, vous n'avez pas bien fait une recherche sur la littérature. Parce que si c'est une question pertinente, si c'est une question d'intérêt, il y a au moins une personne quelque part qui aurait, sur 7 milliards d'individus, eu la même idée que vous avant vous et aurait au moins fait quelque chose qui va dans ce sens, quoi. Donc, avant de vous plonger très vite et dire que votre travail n'a jamais été fait, ayez quand même le temps de vous rassurer que vous avez fait une bonne recherche, que vous êtes allé dans la littérature grise et que vous avez interrogé toutes les grosses bases de données. Je ne sais pas si je suis suffisamment, vous me comprenez suffisamment, bien le son est bas. Le son est très bon. Tu peux continuer. OK, parfait. Donc, après la puissance, un autre élément à prendre en compte, c'est vraiment c'est une phase qui est capitale dans la méthode, c'est la collecte des données. Pourquoi je mets ça dans la méthodologie? Parce que les journaux vont parfois vous demander, vont même de plus en plus exiger, comme c'est le cas avec Covid, de déposer vos données dans un dépositoire public de données où on pourra avoir accès à ces données en ligne. Cela suppose donc que vos données étaient bien encodées et soient bien présentées. Il y a des méthodes hyper simples d'encoder ces données, c'est la fameuse feuille Google Form. Avec Google Form, vous savez mettre vos données sur un format qui est convivial à la saisie des données, mais surtout, vous savez l'exporter sur des formats qui sont compatibles pour tous les statisticiens, CSV, Excel, tableau de feuilles de calcul Excel classique, tous les formats que vous voulez, qui peuvent fitter avec tous les logiciels d'analyse statistique. Et l'avantage que Google Form a pour ceux qui débutent ou bien ceux qui ne sont pas, ceux qui sont effrayés par tout ce qui est recherche, c'est que c'est vraiment une interface super jolie, super conviviale, il n'y a pas trop de stats, ce n'est pas un logiciel statistique. Et après, vous avez un fichier qui se présente suffisamment bien pour pouvoir être déposé dans n'importe quelle base de données. Donc ça, j'insiste dessus aussi. Mais également dans la collecte des données, il faut savoir quoi collecter. Et pour savoir quoi collecter, il faut déjà, dès le début, travailler avec le statisticien, comme je disais, ou bien la personne la mieux indiquée dans votre équipe pour répondre à ce genre de questions. OK? Si vous voulez faire des analyses avec l'âge comme variable continue, si vous prenez l'âge en catégoriel,
en catégorie, vous n'allez pas venir à la fin demander aux statisticiens de vous mettre ça en continu. Pourtant, si vous avez vu votre statisticien avant, il vous aurait dit, OK, collectez l'âge en continu. C'est plus facile après de découper en catégories et on peut en faire ce qu'on veut. D'accord? Donc, ce genre de petits détails peuvent vous frustrer lors de l'analyse des données, mais pourtant, vous aurez pu agir dessus lors de la collecte des données. Donc, une bonne analyse de données est tributaire d'une bonne collecte de données et donc d'une bonne présentation des données. Parce que le travail de nettoyage des données, de présentation, de mise en forme des données prend parfois beaucoup de temps. Et comme je vous dis, les journaux en ont besoin pour pouvoir évaluer la fiabilité de plus en plus des auteurs qui soumettent. Donc, si vous comptez publier votre travail, pensez à bien présenter vos données, pensez à les présenter de façon à ce que quelqu'un puisse les voir en ligne parce qu'on peut vous demander de le faire. Donc, et il faut penser aussi que la plupart des journaux actuellement ont des reviewers qui ne voient que le volet statistique. Par exemple, chez Systematic Review, lorsqu'ils m'envoient leurs articles, c'est juste pour le volet statistique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont lire est-ce que le sujet est pertinent. Par exemple, si vous faites un travail sur l'insuffisance cardiaque, il y a un clinicien à qui on va donner le papier. Il va s'intéresser est-ce que tout ce que vous évoquez comme notion sur l'insuffisance cardiaque dans votre travail est en ligne avec ce qu'on connaît sur l'insuffisance cardiaque. Mais à côté, il y a quelqu'un qui va seulement s'intéresser aux méthodes, aux statistiques. Est-ce qu'il a utilisé la bonne méthode statistique? Est-ce qu'il a utilisé les bonnes transformations? Est-ce que... Donc, c'est quelqu'un qui ne voit que ça. Donc, dites-vous bien que si vous voulez publier votre article, il y a un certain nombre de règles qu'il faudra respecter dans vos analyses statistiques si vous voulez que votre papier atterrisse dans un bon journal. Et pour cela, il faudrait que votre statisticien prenne en compte ce qu'ils appellent les assumptions, c'est-à-dire les conditions d'application des différents tests statistiques, qu'il fasse une bonne exploration de vos données, qu'il enlève les inconsistances, les outliers, et qu'il choisisse les bons tests. Et ça, vous devez pouvoir aussi connaître comment distinguer, comment naviguer entre ces différents tests. Un exemple classique qu'on prend généralement, c'est quoi? Si vous collectez, par exemple, je vais prendre deux variables. Prenons la circonférence abdominale en continu et, je sais pas moi, l'âge ou la taille. Votre problème en tant que clinicien, ça peut être, OK, je veux un modèle de régression linéaire entre ces variables. OK, vous avez une situation, vous avez un problème, vous voulez un modèle de régression linéaire. Mais est-ce que c'est la méthode d'analyse la plus appropriée dans le cadre spécifique de ces deux variables, par exemple? Et une façon très simple de répondre à cette question, c'est de faire un nuage de points. On regarde, est-ce que la relation entre les deux variables est linéaire? Vous pouvez vous retrouver avec une grosse boule, c'est-à-dire il n'y a aucune relation linéaire entre les deux. Donc, la méthode d'analyse la plus appropriée n'est certainement pas un modèle de régression linéaire. Mais si vous mettez vos données dans n'importe quel logiciel statistique, vous lui demandez un modèle de régression linéaire, bam, vous avez une régression linéaire. Mais est-ce que c'est pertinent? Non. Donc, il y a cette subtilité-là qu'il faut avoir dans l'analyse des données et qui est bien sûr prise en compte par tous les journaux pour pouvoir accepter ou pas vos papiers à la fin. Donc, pensez à la force dans les analyses statistiques et ne bâclez pas ce volet. C'est pas compliqué, les statistiques. Il suffit de mettre juste un peu de volonté. C'est presque toujours la même chose. Vous voyez? Donc, il suffit de mettre un peu de volonté et après, on est à l'aise avec ces notions-là. Donc, pensez-y. Et un autre élément très important sur lequel je crois qu'on est passé déjà tout à l'heure lors des autres présentations, ce sont les aspects éthiques. Ça, par contre, c'est capital parce que ça peut ruiner une carrière. Pourquoi il n'y a plus le son? S'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Je vais vérifier ça. OK, je crois que c'est bon. Je disais, un autre des éléments qui est très important à prendre en compte, ce sont les aspects éthiques que les journaux regardent énormément. Les aspects éthiques parce qu'il y a eu beaucoup de
de problèmes qui sont survenus de par le passé, sur lesquels je ne vais pas revenir, qui ont longuement mis en cause l'éthique dans la recherche. Et donc, du coup, actuellement, les journaux se protègent très fort avec cela. Et l'un autre, il y a tout un site qui s'appelle Retraction Notes. Je ne sais pas si vous connaissez le site, beaucoup d'entre vous. Sur ce site, il n'y a que les rétractions. C'est vraiment des gens qui vous mettent dans la rue lorsqu'on retracte votre papier. Ils font des articles de, je ne sais pas, 3-4 pages, ils mettent votre photo et c'est vraiment joli, quoi. C'est vraiment le Facebook de la recherche. C'est-à-dire, vous êtes dans la rue et on vous jette les tomates et personne ne veut vivre ça. Mais c'est leur spécialité et comme ça, vous savez dès le début. Et ils insistent sur quelque chose qui est l'éthique. Pour revenir récemment, il y a eu toute une actualité, notamment au Congo, sur l'Artémisia. Je suppose que beaucoup d'entre vous, vous avez suivi ça, avec l'un des leaders qui s'appelait Muyangi, qui avait publié certains papiers qui disaient que l'Artémisia, sous forme d'infusion, marchait super bien contre la malaria et qu'il avait d'ailleurs fait des essais cliniques au Congo sur des enfants qu'il avait comparé avec des ACT et les infusions, que ce soit d'Artémisia afra, les plantes séchées, ou Annua, se sont révélées supérieures au traitement classique, les ACT. Il a retracté tous ces papiers. Et vous savez pourquoi, vous devinez pourquoi, qui sait pourquoi dans l'assistance? Qui sait pourquoi il a retracté ces papiers? Qui a une idée? La taille de l'échantillon, docteur. Pas exactement. On aurait pu lui demander pour ça aussi parce qu'il y avait des inconsistances dans la méthode, mais ce n'était pas la raison majeure. En fait, il a retracté ses papiers tout simplement parce que la date qui était mentionnée sur son autorisation d'éclairance éthique venait après le début de son essai clinique. Ça veut dire quoi? Il a une éclairance éthique parce que dans le numéro d'éclairance, vous avez les dates. Vous avez une clearance éthique qui date de 2019 et vous avez fait un essai clinique en 2018. Et vous soumettez vos papiers avec ça et lorsqu'on fait le review, le journal, ça passe parce qu'ils sont, waouh, ils voient des résultats qui sont nouveaux, ils sont tellement excités, ils ne font pas attention à ce genre de détails. Mais lorsque la polémique éclate, il y a des gens qui reviennent sur vos articles et qui regardent ça et qui se rendent compte que la date de votre clearance éthique, c'est 2019. Mais pourtant, vous avez fait votre étude en 2018. Ça veut dire qu'au moment où vous avez fait votre étude, vous n'aviez pas de clearance éthique. Et c'est contraire à toutes les règles de bonne pratique en médecine. Et rien que pour ça, ce monsieur a dû retracter tous ses articles, que ce soit sur l'artémisia, l'efficacité sur la malaria, sur la cytosomiase et tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça, ce sont des notions qu'on a tendance à banaliser chez nous. Mais lorsque vous vous élevez dans la recherche, sont capitales, sont fondamentales. Vous ne pouvez pas aller vers un travail de recherche en négligeant la question éthique. Tous les journaux vont insister dessus. Donc, autant mieux prendre les bonnes habitudes maintenant. Dès votre travail, pensez à une clearance éthique. Pensez déjà à tout ce qui est autour de l'éthique dans votre travail de recherche parce que tôt ou tard, cela va vous rattraper. Et dans le même ordre d'idée, il y a la notion de reproductibilité qui a été évoquée tout à l'heure. Il y a, pour prendre un exemple précis dans ce domaine également, il y a un prix Nobel qui a été retracté également à cause de ça parce que les travaux n'étaient pas reproductibles. Ça, j'imagine que vous êtes au courant également. Qui sait de quel prix Nobel il s'agissait? Le prix Nobel qui a été retracté parce que les travaux n'étaient pas reproductibles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait de quel prix Nobel il s'agissait? Personne? C'était un prix Nobel de chimie qui avait été attribué à une Américaine du nom de Frances Arnold. Et par la suite, elle s'est rendue compte elle-même, que ses travaux n'étaient pas reproductibles. C'était en 2018. Et en 2020, récemment, elle a elle-même retracté le papier qui lui donnait ce prix Nobel. Et donc, du coup, sa position dans le Nobel a été revue. C'est aussi simple que ça. Donc, parfois, on a l'impression que c'est une vue de l'esprit, mais ce sont des réalités et qui ne touchent pas que le chercheur du tourne-dos, pour parler comme un de mes patrons à Mélène, mais qui peut aussi concerner les chercheurs de très haut niveau comme des prix Nobel. Donc, faisons attention à ces notions
que nous avons vues aujourd'hui, qui parfois semblent être des vues de l'esprit, mais qui sont en réalité des choses qu'on voit tous les jours au quotidien et qui peuvent vraiment ruiner des carrières. Donc, maintenant, ayant dit ceci, il faut garder en tête que ce soit ces notions de pertinence, que ce soit ces notions méthodologiques, que ce soit la présentation des résultats sur laquelle je n'insiste pas maintenant parce que c'est énormément journal dépendant, mais aussi la discussion sur laquelle Dr. Waffle s'est attardé en parlant les limites de l'étude, qu'est-ce que votre étude apporte, quelles sont les ouvertures que votre étude, bref, ce que vous pensez qu'il faut faire pour compléter votre étude, ça également, ça a déjà été dit. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut garder en tête qu'il y a certaines spécificités dans la présentation des articles et des résultats qui va varier en fonction des auteurs, des journaux. Mais ça, ce n'est pas la question aujourd'hui parce que vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Le plus important pour l'instant, c'est de produire des articles qui respectent la méthodologie et qui sont pertinents et qui suivent les différents éléments qu'on vient d'évoquer. Mais gardez en tête que une thèse avec un article, c'est bien, mais une thèse, déjà, d'abord, c'est bien. Parce que parfois, on cherche à avoir une thèse qui va donner un article à la fin, donc du coup, on met la barre très haute en oubliant le contexte autour et après, on se retrouve avec un travail qui doit s'étendre sur 2-3 ans. Ou bien un travail avec un budget de 3 millions de francs CFA, alors qu'on vient d'une famille modeste. Donc, oui, c'est bien de viser l'article à la fin, mais c'est encore plus pertinent, c'est encore mieux de chercher à avoir une thèse, même si ce n'est pas sûr que vous publiez votre papier, quitte après à faire un travail que vous pouvez publier. Mais si vous pouvez faire des une pierre, deux coups, ce serait l'idéal, c'est-à-dire prendre un sujet qui est pertinent et qui vous permet, à travers votre travail de recherche, de pouvoir publier. Donc, une bonne thèse n'est pas forcément égale à un bon article. Ça aussi, il faut le savoir. Rédiger une thèse et rédiger un article, c'est deux choses plus ou moins différentes. Il faut pouvoir sortir de votre thèse des éléments qui sont pertinents et qui peuvent intéresser les gens. Il faut limiter l'exhaustivité dans la description et tout cela, mais ça, ce sont des éléments également, comme je dis, qui viennent après la rédaction de votre thèse. Si le contenu est, cette phase serait également facile. Un autre élément, comme tel comme essai, c'est toujours vous entourer d'une bonne équipe. On ne sait pas tout faire seul. On n'est pas des génies. Vous ne pouvez pas être spécialiste en cardio, spécialiste en rhumato, spécialiste en statistique, spécialiste en méthodologie de la recherche. Ce concept-là, il faudrait qu'on puisse, en toute humilité, le perdre dans notre contexte et savoir qu'il y a des gens qui font l'école pour certaines choses et il faut aller vers ces personnes-là pour pouvoir adresser les questions qui sont dans leur domaine. Donc, tenir compte de tout cela, prendre en compte votre temps, le budget et surtout savoir que vous devez garder le contrôle sur votre thèse parce que mieux vaut avoir une thèse avec un article à la fin que viser un article et ne pas avoir de thèse à la fin. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce. Je vous remercie.